bienvenue donc à Crisibla et pour ce speed booking. Aujourd'hui, nous recevons donc Kuokam Tatum. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Non, c'est bon. Très bien. Donc, nous te recevons aujourd'hui pour que tu nous présentes donc deux ouvrages, à savoir Lettres à la jeunesse africaine et L'excellence noire. Donc, ces deux essais qui ont été écrits donc par notre frère Kuokam. Et nous l'avons donc invité afin qu'il nous présente ces deux ouvrages et également nous dise un peu son univers, qu'est-ce qu'il a emmené à écrire ses livres et pourquoi pas ses projets également. Le principe du speed booking, je le rappelle, donc c'est que nous recevons donc un auteur qui nous présente son livre en 10 minutes et ensuite nous lui posons tout simplement des questions. Donc, très cher Kuokam, je te cède le micro et tu peux donc te présenter ton ouvrage. Ok. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours agréable de pouvoir parler panafricanisme et de pouvoir parler d'idées diverses pour l'avenir de notre continent et de notre civilisation. Puisque j'ai écrit mes deux livres dans cet objectif-là, donc c'est toujours bien d'en parler. Donc, comme ça a été dit, j'ai écrit ces deux ouvrages, Lettres à la jeunesse africaine et L'excellence noire. J'ai commencé par d'abord écrire L'excellence noire. Je l'ai écrit fin 2014. Pourquoi j'ai écrit ce livre et à quel moment j'ai eu le déclic? Alors, j'ai eu le déclic à un moment donné en lisant un livre de Marcus Garvey qui s'appelle Le cours de civilisation africaine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et dans le cours de... Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Le cours de civilisation africaine, il me semble. Et non, le cours de philosophie africaine, il me semble. Et à peine je l'ai commencé, je crois que j'ai lu 2 chapitres à peine. Et je me suis dit, mais en fait, ma place, j'ai compris que mon rôle, en fait, était d'écrire un livre à ce moment-là. Que je ne pouvais plus me contenter de publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., alors que finalement, et de parler aux gens, alors que finalement, j'avais un message à mettre sur papier. Donc, il fallait que je mette, l'idée, c'était de le mettre sur papier et de ne plus perdre autant d'énergie à communiquer via les réseaux sociaux, via les réunions, via les choses comme ça, alors que je pouvais en fait théoriser et je savais que j'avais les capacités pour le faire. Capacités, on va dire, intellectuelles, mais aussi les capacités au niveau des connaissances. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Je l'ai écrit en 1 an, un peu moins d'1 an d'ailleurs, je crois. Il est sorti donc fin 2014. Et ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais fait le constat, à mes yeux en tout cas, le constat que le problème en fait était, on avait un problème, pas que le problème, mais qu'un des problèmes importants à mes yeux était qu'il y avait des problèmes individuels. C'est-à-dire que même lorsqu'on parlait de panafricanisme, même lorsqu'on parlait d'éveil, etc., je constatais qu'il y avait beaucoup de personnes finalement qui, même lorsqu'elles en parlaient, même lorsqu'elles étaient sensibles à ces idées, finalement avaient trop de lacunes en fait en amont, ce qui fait que c'est comme si elles voulaient construire quelque chose sur un sol qui était instable. Les fondations étaient mauvaises. Donc je me suis dit qu'il fallait d'abord que chacun essaie d'avoir des fondations solides, soit une personne équilibrée. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'excellence noire. L'idée, c'est que je crois foncièrement, c'est même pas je crois, c'est quasiment de la science pour moi, que nous devons d'abord tous, en tout cas être beaucoup, peut-être pas tous, mais être beaucoup, à d'abord avoir des connaissances, à avoir une personnalité, des connaissances, de façon à être des personnages, des individus avec un certain niveau. Quand je dis niveau, c'est niveau intellectuel, niveau physique, niveau philosophique, niveau idéologique. Et sans ces bases, c'est impossible en fait d'avoir des personnes avec les capacités nécessaires pour, j'ai envie de dire, pour maîtriser le panafricanisme. Or, comme j'ai dit au début, on a beaucoup de personnes qui en parlent, mais il manque les fondations. Donc, finalement, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs, pardon. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'excellence noire. Des retours que j'en ai eu, j'ai quasiment eu que des retours positifs, on va dire à 80 à 95%.
le type de retour que j'ai pu avoir, par exemple, c'est des gens qui disaient merci. On a enfin quelque chose finalement qui commence à être concret quand on parle de panafricanisme au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et puis, merci, on a quelque chose qui sort aussi du panafricanisme spectacle, qu'on peut parfois, malheureusement, un petit peu trop voir autour de nous. On sortait un petit peu du schéma avec, un peu caricatural, du poing en l'air, etc., pour parler de choses du quotidien. Donc voilà, c'est un livre qui a été vraiment bien accepté. Et puis, quelques années après, en 2020, j'ai sorti Lettre à la jeunesse africaine, c'est les résidents en France, en Europe et ailleurs en Occident. Donc, c'est vraiment une lettre qui s'adresse aux afro-descendants vivant en Occident. Pas vraiment pour ceux du continent, finalement, un petit peu, mais voilà, ils peuvent s'y retrouver, mais sans plus. En écrivant ce livre, autant L'Excellence noire est très théorique, autant la lettre à la jeunesse africaine est très pratique. Je me suis inspiré beaucoup de mon parcours personnel pour essayer de tirer une trame qui pourrait s'appliquer à la majorité des personnes. Ce livre j'ai écrit ce livre parce que juste après l'Excellence noire, peut-être quelques mois après d'ailleurs, je crois, hein, je suis parti vivre en Afrique. Je suis parti vivre définitivement au Cameroun. Avant ça, j'y allais chaque année 2 mois, 3 mois, 1 mois en vacances. Et là, j'ai réussi à avoir un emploi sur place, donc je suis parti vivre là-bas. Et avec mes allers-retours, quand je repassais en France, comme je faisais peut-être 6 mois sur place, 7 mois sur place, quand je revenais en France, je me rendais compte qu'en fait, il y avait vraiment un décalage. Ça m'avait déjà marqué avant, mais alors là, je trouvais que avec le fait d'être longtemps en Afrique a fait que je me suis vraiment rendu compte du décalage entre des gens pourtant extrêmement motivés, extrêmement sincères dans leur démarche panafricaniste, mais qui se trompaient en fait. Alors ça peut passer pour arrogant de dire ça, mais ça n'en est pas du tout. C'est juste une personne qui peut… Je suis juste une personne en fait qui peut comparer les deux parce que j'ai vécu de part et d'autre. Voilà, et j'ai vécu en plus de part et d'autre en étant panafricaniste. Je n'ai pas vécu en Afrique d'une certaine manière. Et puis après, en Occident, peut-être j'ai commencé à lire des bouquins et puis je me suis on va dire, comme certains disent, conscientisé. Ce n'est pas ça du tout. Je suis panafricaniste depuis toujours, en fait, depuis l'école primaire presque. Donc, puisque j'ai eu la chance de grandir dans un milieu de ce type. Et donc, je me rends compte vraiment qu'il y a un fossé entre ce que les gens veulent faire comme action en étant en Occident et puis la réalité africaine. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas voir des jeunes encore refaire ce cycle. En plus, c'est un cycle moi-même que j'avais vu quand j'étais étudiant. Voilà, des associations panafricanistes qui se créent. On va tenter plein de choses, on va tenter ceci, cela, et finalement, ça tourne en rond en général. C'est dommage parce que c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Mais en fait, ces personnes n'ont pas d'aînés, souvent, ou plutôt les aînés ne font pas le travail d'essayer de guider les plus jeunes, en fait. Du coup, on a ces plus jeunes qui refont encore et encore et encore les mêmes actions qu'ils pensent utiles, alors qu'elles ne le sont pas, en fait, au niveau du continent africain. Ce sont des actions parfois voilà, un peu réactionnaires en France par rapport à la situation, on va dire, au racisme, etc. Mais il n'y a pas de lien avec l'Afrique vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour expliquer aux gens que voilà, vous devez rester focalisé en fait, sur une chose, sur l'Afrique. Et pas en levant les poings, pas en faisant des grands messes, on va dire, un peu émotionnelles, etc. Restez focus sur l'Afrique, sur des choses très simples. Et du coup, dans ce livre, j'ai défini 4 missions pour un jeune Africain qui est en Occident. Se former, parce que quand tu es en Occident, bah, tu as l'opportunité d'avoir accès finalement à des bonnes formations, université, école, etc. Donc, c'est très terre à terre, hein, c'est se former. Intégrer des réseaux, que ce soit des réseaux africains ou non, on s'en fiche un peu en fait. Intègre des réseaux, sois influent et des connaissances. Et des connaissances dans tous les milieux en fait qui gravitent, dans lesquels tu peux graviter. Gagner de l'argent, on gagne de l'argent. Travaille quelques années, gagne de l'argent. Et enfin, rentre en Afrique, rapatrie-toi. Ce sont les 4 missions principales en fait
pour un jeune Africain qui est en Occident. Et tout ce qui va aller à l'encontre de ça, tout ce qui va ralentir une de ces missions, alors il ne faut pas le faire. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, parce que je ne veux plus voir en fait des gens pourtant motivés, compétents, etc. Mais finalement, quand ils arrivent à 30 ans, eh ben, ils disent, bon ben voilà, j'ai tourné un petit peu en rond. Ils achètent une maison, ils font leurs enfants, et puis finalement, toute l'énergie qu'ils avaient au départ, toute la motivation qu'ils avaient au départ, eh ben, elle disparaît parce qu'ils se sentent pris au piège et ils se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est pas que c'était du vent, mais presque. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ces deux livres. Je pense avoir fait approximativement 10 minutes. Non, mais c'est parfait. C'est même parfait, parfait. Très bien. Bah, écoute, merci. Merci pour cette présentation. Donc, je souhaite ajouter juste une oui, chose, c'est que la façon dont je parle là, parfois, je sais que ça peut passer pour de l'arrogance, mais ça n'en est pas du tout. D'accord? Je parle en tant qu'Africain qui est né en Occident et qui est resté focus sur l'Afrique tout le temps, qui a fait des erreurs, qui s'est trompé dans certaines actions en fait, que j'ai voulu faire, par exemple pour le panafricanisme en Occident, je me suis trompé. Et aujourd'hui, je veux vraiment faire comprendre aux gens que ce n'est pas de l'arrogance quand je dis ça, c'est parce que moi-même, j'ai fait ces erreurs et aujourd'hui, j'ai réussi à rattraper le coup et qu'aujourd'hui, bah là, je suis au Bénin, par exemple. J'habite au Cameroun et là, j'habite au Bénin. Et que si vous voulez réussir ça, en fait, c'est vraiment important de lire ce livre. très bien. Non, mais bien au contraire, j'apprécie. Tu as re-questionné le panafricanisme et les réponses qui te sont venues, tu as voulu les rendre concrètes. Donc, au contraire, ton discours est rationnel, donc, du moins dans l'entendement que j'en ai eu. Donc oui, effectivement, le panafricanisme reste à définir. Et puis, concrètement, qu'est-ce que c'est comment vivre ce panafricanisme? Je crois que ce sont les réponses que tu apportes. Alors, j'aurai des questions qui viendront après. Je vais céder d'abord la parole. Nous avons également Kafoué Koué qui est là. Kafoué, si tu as des questions, je te cède d'abord la parole. J'ai suivi avec intérêt le propos du frère et je suis d'accord sur le principe de sa vision du panafricanisme qui est en Occident est complètement déconnecté de la réalité. Je suis ravi, d'ailleurs j'avais une question à lui poser, mais il a tout de même dans sa dernière intervention répondu à ma question parce que je voulais savoir où est-ce qu'il était situé actuellement. Et alors, la question première que je lui poserais, c'est d'avoir, s'il pouvait me donner une définition du panafricanisme. Qu'est-ce qu'il entend par panafricanisme, en fait, quand il nous dit qu'il se rend compte qu'on se trompe, qu'il y a une démarche qui n'est pas la bonne. Donc, je pense que c'est, d'une certaine manière, si on fait une erreur, c'est qu'il y a une définition préalable qui n'est pas bonne ou qui n'est pas comprise par ceux qui se veulent l'acteur du panafricanisme. C'est la première question? Oui. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ouvrir mon livre et je vais aller à la page où je le définis, simplement. D'abord parce que c'est ce que j'écris et deuxièmement parce que par cœur, ça fait plusieurs pages et je ne me rappelle pas à chaque fois strictement. Donc, ce que je précise dans ce livre, c'est que j'ai écrit cette définition en m'appuyant sur les définitions passées ainsi que sur les problématiques auxquelles la civilisation africaine est confrontée actuellement et celles auxquelles elle sera confrontée à l'avenir. Donc voilà, j'ai essayé d'être concret, de m'appuyer quand même sur ce qui a été fait par le passé dans les années, on va dire, sous Marcus Garvey et puis dans les années 60 peut-être. Et voilà, il fallait quand même essayer de réactualiser tout ça, de voir un peu ce qui clochait dans leur définition et de réactualiser. Donc,
je ne vais pas lire toutes les pages, mais je vais juste lire les 4 premières lignes, de façon à ce qu'on ait une idée un peu claire. Le panafricanisme est une idéologie qui cherche à optimiser la cohérence de la civilisation africaine sur un espace géographique donné et autour de valeurs, d'idéaux et d'intérêts communs. Voilà, je vais essayer de faire une définition large pour commencer. Ensuite, après, voilà, ça fait 3 pages, mais bon, je vais continuer juste un petit peu. Il propose une vision sociale, économique, culturelle, politique et éventuellement spirituelle commune. Le panafricanisme et l'Afrique sont les cadres idéologiques et géographiques idéaux pour garantir la maturation de la civilisation africaine. La création et le maintien constant de cet ensemble sont les uniques solutions pour protéger les intérêts individuels et collectifs de ses membres partout sur Terre. Cette idéologie met constamment en place tous les moyens et outils possibles pour faire prendre conscience aux individus concernés des points communs de cet ensemble. Ce travail d'éducation permanent auprès des populations favorise les échanges interculturels, l'apprentissage d'une ou plusieurs langues communes et renforce l'amour-propre et le sentiment d'appartenance à un même ensemble. Après, on peut continuer, mais déjà, on peut déjà partir sur ça, disant que c'est optimiser la cohérence de la civilisation africaine. En fait, ce que ça pourrait dire dans le concret, dans le concret africain aujourd'hui, optimiser la cohérence de la civilisation, c'est comme si on prenait une branche qu'on voulait élaguer. Et ce qu'on élague, en fait, ce sont un peu les parasitages de différences, parfois qu'on peut dire tribales, par exemple. Moi, je viens du Cameroun, et c'est un pays où, voilà, on dit toujours qu'il y a plus de 300 tribus au Cameroun, etc. Et autant ça peut très bien se passer, autant ça peut très mal se passer. Et pour moi, ça sera toujours une bombe à retardement dans le monde d'aujourd'hui. À une époque, ça n'a été peut-être pas, mais aujourd'hui, je considère que sublimer les ethnies est un problème. Je suis pour qu'on sublime les points communs de façon à avoir un axe commun de plus en plus puissant, de plus en plus costaud et que de plus en plus de personnes se reconnaissent dans ce tronc commun. Et si ce qui est à côté peut disparaître, ça ne me dérange absolument pas. Par rapport à… Je crois que la maturité veut qu'on accepte de perdre, entre guillemets, certaines choses pour se focaliser sur un tronc commun. Ça ennuie tout le monde. Et moi-même, j'ai mis des années à l'accepter, en fait, par rapport à mes origines culturelles, etc. Mais aujourd'hui, en fait, je l'accepte. Voilà, je pense qu'il faut l'accepter. Si on veut avancer, on ne pourra pas tout garder. Si on veut avancer en tant que groupe cohérent, il va falloir se focaliser sur ce qu'on a en commun et sublimer cette partie en commun. Le reste, entre guillemets, désolé, mais ce sera bon pour les musées, en fait. Pour les musées et les fêtes culturelles. Et ça doit s'arrêter là. On doit avoir une langue. Je sais que ça dérange tout le monde. On est, oh, mais en Afrique, on est toujours tous polyglottes, etc., etc. Le fait est que s'il y avait déjà une langue en commun, ça serait beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour les déplacements et pour se sentir tous appartenir à un même bloc. Et voilà, c'est des choses que tout le monde ne veut pas entendre, mais c'est la réalité. Soit on veut garder nos petites particularités ethniques chez chacun et on s'accroche à ça, soit on avance en tant que civilisation, et vraiment en tant que civilisation et non en tant que groupe multiethnique. Et là, dans ce cas, il y a des choses qu'on élimine. Ou en tout cas, qu'on met de côté, voilà, qu'on met juste, comme j'ai dit, pour des fêtes culturelles et pour le musée. Oui, merci pour cette réponse qui me satisfait parce que effectivement, j'ai cette même position. Je dis qu'il faut qu'on arrive à penser en grand ensemble parce qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les folklores du village ne nous avance à rien et nous divise. Et Voilà. effectivement, c'est la clé. Et d'ailleurs, la question du panafricanisme, je l'ai évoqué aussi dans un de mes derniers bouquins où je disais justement que une des erreurs, je dirais, des aînés panafricanistes, c'est de ne pas avoir bien ancré cette idéologie pour qu'on puisse le percevoir tout de suite que
il faut créer un ensemble et qu'il n'y ait pas de disparité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est une salade où on met tout le monde et c'est juste pour faire la fête, pour crier. Alors qu'en fait, Tout à fait. on doit avoir une démarche scientifique et qui nécessite, et justement, ça ramène aux 4 points que vous avez évoqués, la formation, l'intégration et avoir une idée de ce que c'est que la richesse. Donc, vous avez parlé d'argent, donc avoir une idée de ce que c'est que la richesse. Et pour moi, quand on attaque la question de la culture, qu'on on la développe forcément, ça touche ce qui touche, ça touche à la richesse, à la notion de richesse. Donc, qui est être focus sur l'Afrique, destination Afrique. Et je suis tout, et je plus sois sur dans le même sens que votre vision et votre réponse me satisfait un peu. Merci. D'accord. Et si je voulais aller un peu plus loin sur ça, de façon terre à terre, actuellement, je suis au Bénin, comme j'ai dit. Je suis d'origine africaine, d'origine camerounaise, pardon, et je suis au Bénin. Et je n'ai aucun problème, je le précise bien dans ce pays, je n'ai aucun problème de xénophobie. Je trouve que le Bénin est peut-être un exemple, en tout cas, c'est un début d'exemple d'intégration africaine dans la mesure où on trouve pas mal finalement ici de gens qui ne sont pas d'origine béninoise et on ne s'en rend pas compte. Voilà, les gens sont acceptés pour leurs compétences et non pour leur origine. Pour moi, ça fait partie du panafricanisme. C'est-à-dire que je dois pouvoir aller au Cameroun, au Bénin, au Kenya, au Tchad, où je veux, en fait, et que ça soit pareil. Pour moi, ça doit être pareil. Je ne dois pas ressentir un rejet. Les gens ne doivent pas se dire bah, attends, c'est qui? On va d'abord attendre qu'il fasse ses preuves. Non, 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 non. On est partout chez nous, en fait. En tant que panafricaniste, on doit être partout chez nous. Et si le panafricanisme devait s'appliquer partout, il faudrait que chacun se sente partout chez lui. Je peux prendre ma famille et puis je construis ma maison au Togo si j'ai envie. Voilà. Et puis on se dit, bah, c'est bien ici, on aime bien, on va s'installer ici, sans problème, sans pour autant, et même qu'on m'enterre ici, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est ça, en fait, le panafricanisme. Concrètement, c'est ressentir ça, quoi. Que chacun ressente ça et que l'entourage aussi vive de cette façon, quoi. J'aimerais savoir, du panafricanisme, on a souvent, alors déjà au niveau de l'Afrique, quand on parle panafricanisme, j'ai l'impression que pour les Africains, c'est quelque chose qui est lié à la politique. C'est une idéologie politique. Alors qu'en t'écoutant, il n'y a pas que le politique, on voit, puisque le culturel joue aussi. En tout cas, il y a un positionnement au niveau de la culture. Et tandis qu'au niveau de l'Occident, j'ai l'impression que le panafricanisme, alors, il y a du politique, il y a du social, mais il y a surtout un élément constant, c'est le panafricanisme. Tout de suite, on pense au retour vers l'Afrique. Et ça correspond également à ce que tu as évoqué. Du coup, je te pose une question. Euh, Peut-on entendre de vivre un panafricanisme en dehors de l'Afrique? J'ai plus ou moins eu ta réponse, mais je te repose quand même la question. Peut-on concevoir un panafricanisme en dehors de l'Afrique? Tu as coupé. Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Ah oui, je disais, peut-on concevoir un panafricanisme en dehors de l'Afrique? Même si l'objectif est lié à l'Afrique, mais c'est-à-dire que est-ce qu'on peut se battre en fait pour l'idée du panafricanisme selon celui qu'on aurait en dehors du continent? Ok, je comprends bien. Alors, je ne veux pas donner les bons points et les mauvais points. Je peux le faire, mais bon, ce n'est pas toujours constructif et ça peut être mal compris, mal interprété. Voilà. Donc, je vais essayer plutôt de nuancer, d'apporter plusieurs éléments là-dedans. Je pense qu'on peut être en Occident et qu'on peut parler panafricanisme à condition, donc ça c'est vraiment en théorie parce qu'en fait ça n'est pas pour l'instant vraiment, à condition
entre guillemets, que les ordres viennent du continent. C'est-à-dire que la base, la base est en Afrique, que ce soit politique, sociale, culturelle, etc. C'est là-bas qu'on pense, en fait. C'est là-bas, c'est sur le continent, en fait, qu'on doit penser. Et ceux qui sont à l'extérieur, en fait, suivent, en fait, finalement, ce qui a été dit, ce qui a été pensé et construit sur le continent. Ça devrait être dans ce sens-là. Alors, on se rend compte que quand on parle de panafricanisme, c'est souvent l'inverse. D'ailleurs, c'est né dans la diaspora. C'est né dans la diaspora. C'est pour dire quelque chose qui est né de personnes qui, justement, étaient en dehors et avaient justement un regard extérieur qui leur permettait de comprendre qu'il y avait un ensemble homogène, en fait. Et puis que, de toute façon, c'était aussi le seul moyen, ils se rendaient compte aussi que c'était le seul moyen de répondre à une oppression existante. Mais je pense que pour évoluer, pour vraiment évoluer, il faut que la diaspora maintenant soit au service, en fait, d'un état-major qui est, lui, sur le continent. Ça ne peut plus être l'inverse. Ça ne peut plus être l'inverse. Ça a atteint ses limites. Voilà, c'était au début, jusqu'aux années, on va dire, peut-être 60. Maintenant, ça a atteint ses limites. L'état-major du panafricanisme doit être en Afrique. Malheureusement, en fait, quand on a Nkrumah, Sékou Touré, et puis, j'oublie le troisième, il y a aussi Nasser qui est avec eux. Il y avait une idée, il y avait des idées intéressantes dans la mesure où ça venait du continent finalement. Ça venait du continent africain, mais quelque chose d'intéressant. Donc il y avait quand même on va dire, il y a eu des ersatz de choses intéressantes au niveau panafricanisme. Mais on peut faire beaucoup mieux, en fait. Nkrumah, si on voulait vraiment rendre hommage à Nkrumah aujourd'hui, il faudrait, entre guillemets, le rendre presque ringard. C'est-à-dire qu'il faudrait le dépasser complètement. Là, on rendrait hommage à Nkrumah. On ne peut pas s'arrêter à son niveau et dire, voilà, le top du panafricanisme sur le continent, c'est quand même Nkrumah. Non. Nkrumah, il a fait ce qu'il a fait à son époque. C'est super, c'est génial. Mais là, en 2021, ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à complètement surclasser ce niveau sur le continent. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable qu'en 2021, on n'ait plus de fédération d'États, de tentatives de fédération d'États, des choses comme ça. C'est complètement dingue. Et là, on parlait tout à l'heure de panafricanisme qui était aussi politique, enfin, qui n'était pas que politique. Il n'est pas que politique, mais il est surtout politique. Parce que les décisions, elles se prennent au niveau politique. Voilà. Quand un pays, par exemple, refuse la double nationalité pour pas que les gens puissent vraiment rentrer et s'intégrer dans son pays, dans leur pays, quand je ne sais pas, alors il y a des choses qui n'existent pas trop, mais quand deux pays sont en conflit militaire, des choses comme ça, ce sont des choix politiques en fait. Tout ça, ce sont des choix politiques. Et même pour la culture, pour que la culture soit intégrée à l'éducation en général, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Donc, alors la question, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais… Non, mais ça va, tu as plus ou moins répondu. Mais c'est important, voilà, pour recentrer sur la question. Oui, on peut parler de panafricanisme à l'extérieur, mais on doit être aux ordres de ceux du continent. Dans ma lettre à la jeunesse, j'écris que justement, j'écris quelque chose de ce type-là, que ceux de l'extérieur doivent se soumettre à un gouvernement, à une autorité panafricaniste sur le continent. Et qu'ils ont même le devoir, en fait, qu'à partir du moment où il y a une autorité panafricaniste sur le continent, qu'importe cette autorité, ils doivent se soumettre à elle. C'est leur rôle. C'est leur rôle total. Ils ne peuvent pas être en concurrence avec une autorité panafricaniste qui est sur le continent. Pour moi, c'est presque de la trahison, en fait. Et si cette autorité ne leur plaît pas, alors qu'ils l'intègrent, qu'ils rentrent, qu'ils l'intègrent et qu'ils la fassent évoluer. Mais en aucun cas, quand on est dehors, on peut se considérer à la hauteur d'une autorité panafricaniste qui est dedans. Voilà. Ok. Non, mais ok. Mais j'approuve l'idée de centrer le panafricanisme d'abord en partant du continent. Alors, ceci dit, je vais développer quelque chose et j'aimerais avoir ton point de vue. Tu as dit tout à l'heure que d'ailleurs le panafricanisme est né en dehors de l'Afrique. Tu parles là du concept, parce que
quand on voit l'esprit même, c'est pour ça que Cafoué avait raison de demander de définir ce que c'est. Parce que souvent, le message que l'on entend, c'est que le panafricanisme est né hors de l'Afrique. On a l'impression que c'est hors de l'Afrique que l'avenir même de l'Afrique se fait. Mais quand on voit bien, même ceux à qui on attribue d'être les pères du panafricanisme, à Haïti, par exemple, d'ailleurs, au moment où eux, ils agissent, Haïti n'existe même pas. Et quand ils agissent, sont-ils haïtiens? Ils sont africains. Donc, c'est déjà peut-être une erreur que de dire que le panafricanisme ne vient pas de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment redéfinir ce concept du panafricanisme. Bon, maintenant, l'autre aspect que je voulais aussi évoquer, c'est quand, par rapport aux autres, parce qu'on vit dans un monde hein, quand même, je vois les autres, ils agissent pour leur continent tout en étant à l'extérieur. Mais effectivement, c'est-à-dire que les Asiatiques, ils se développent. Les Asiatiques, ils sont en France, ils se développent en France. C'est l'Asie pourtant qu'ils valorisent, mais ils le font là où ils sont. C'est-à-dire que est-ce que chaque Africain doit travailler pour l'Afrique là où il est, mais là où il est? C'est-à-dire que de la même façon que les Africains ont peuplé toute la Terre, et ils l'ont fait au nom des valeurs qu'ils portaient. De la même façon, est-ce que tout Africain ne devrait pas agir là où il est? Alors, évidemment, pour la valorisation de son continent, de sa culture, mais qu'il est libre d'agir où il veut. Parce que le Chinois, quand il agit en France, il travaille en France, il crée des écoles, il crée plusieurs choses, et il ne se dit pas forcément « je crée en France », ou alors je ne crée pas en France, j'attends de repartir en Afrique pour créer. Est-ce que l'idée du panafricanisme tel qu'il est véhiculé, en tout cas en Occident, est-ce qu'il ne nous cause pas un retard? Parce que les gens se disent toujours, tu vois, contrairement à ce que toi tu as fait, mais la majorité se disent toujours, j'attendrai, quand j'irai en Afrique, je vais faire ça. Et souvent, ils perdent un temps fou. Et au final, ils meurent même des fois en France et ils n'ont rien fait. Donc, c'est dans ce sens que je disais, oui, un peu à ton image, il faut entrer, ceux qui peuvent entrer agissent, mais ceux qui sont à l'extérieur, doivent-ils attendre de rentrer pour agir ou doivent-ils agir sur place, là où ils sont? Ils doivent se soumettre, encore une fois, ils doivent se soumettre à une autorité panafricaniste. Ils peuvent travailler aussi à financer cette autorité ou à financer la création de cette autorité. Pour moi, c'est leur rôle. Leur rôle n'est pas d'être en France et de crier partout. Voilà, de lever les poings en l'air, etc. Je suis désolé, mais on s'en fiche, en fait. Voilà, il faut bien dire les choses à un moment donné. Ça fait, je ne sais pas combien de décennies qu'on le fait, on s'en fiche. Clairement, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, pour le dire même un peu plus durement. On s'en fout complètement. Ça n'a aucun effet ici. Mais aucun. Est-ce que le fait de lever le poing en Afrique, ça a forcément un effet? On veut pas, en fait, il ne faut même pas lever les poings. D'accord. On n'est plus là pour lever les poings. On est en 2021. Il faut arrêter un petit peu avec ça. Et il faut mettre un peu l'émotion au vestiaire, en fait. Ok. Les choses sont concrètes. Quand je dis 4 missions au départ, je dis se former. Se former, c'est s'instruire, en fait. Et c'est passer des diplômes, etc. C'est avoir des compétences. On a besoin d'économistes, de financiers, d'ingénieurs, des choses comme ça, en fait. On n'a pas besoin de gens qui font que crier. Et souvent, on se retrouve avec ces deux groupes qui s'opposent et qui sont malheureusement, en fait, qui devraient être plutôt, qui devraient former limite qu'une seule personne. On a les gens qui parlent beaucoup, qui lèvent les poings en l'air, etc. et qui, voilà, qui ont lu Diop, Garvey, etc. et qui sont très énervés, mais souvent qui ne sont pas formés. Et de l'autre côté, on a des gens souvent qui font des bonnes études, etc., mais par contre qui idéologiquement sont, je caricature un peu les deux côtés évidemment, hein, mais qui idéologiquement sont vides en fait, sont complètement vides, sont complètement, entre guillemets, soumis à une idéologie plus occidentale des choses et une vision totalement occidentale. Et du coup,
Du coup, ces deux groupes-là ne peuvent pas se comprendre, alors qu'en fait, on devrait avoir des individus qui sont idéologiquement formés et aussi techniquement formés. Voilà, qui ont fait des bonnes études, des bonnes formations, et en même temps, qui ont continué à lire du Diop, du Garvey, et à se former et à développer un esprit critique aussi. Parce que, il faut comprendre, hein, c'est que l'école sert aussi à ça. Faire des grandes études, ça peut aussi t'aider à penser. En fait, pas à améliorer ta pensée, mais à apprendre à penser. L'école peut t'apprendre à penser. Maintenant, ça dépend à quoi tu vas penser. Mais ça peut t'apprendre à penser parce que tu apprends à être structuré. Je sais que plein de gens ne sont pas d'accord avec ça, que oh, c'est l'école de l'Occident, etc. J'écoute pas ces trucs-là. J'écoute pas ces trucs-là. Les gens que je connais qui sont bac plus 8, croyez-moi, ils sont très équilibrés. Et donc, on a besoin de gens justement qui arrivent à avoir cette structure, cet équilibre. Et en plus aussi souvent un équilibre financier, hein, parce que quand on est bac plus 8, en général, on s'en sort plutôt bien dans la vie. Et ça va leur permettre, ces gens-là, grâce à cet équilibre, ils vont pouvoir assimiler maintenant l'idéologie aussi à chaque fois facilement. Voilà, ça marche en parallèle tout ça. Ils vont assimiler l'idéologie facilement, ils vont pouvoir la développer, la rendre vivante, la rendre aussi terre à terre, pouvoir l'appliquer à la réalité, parce qu'eux, ils la connaissent, la réalité. Voilà. Alors là, je me suis un peu parti dans ce sens-là, Non, non, pas grave. mais pour moi, voilà, c'est quelque chose qui était important et du coup, j'ai un peu oublié la question. Non, mais c'est bon, tu t'es. Alors, mais ça va, c'est bien, on échange de façon ouverte. Alors, il y a Cafri qui veut poser à nouveau une question. Oui, non, c'est pas vraiment une question parce que bon, c'était pour rebondir un peu sur la question que tu as posée, Foulélé. Et justement, la réponse qu'il donne, c'est l'adéquation entre les gens qui sont formés et qui peuvent techniquement, à partir de leur bagage, des choses qu'ils ont étudiées, transposer un savoir-faire, en fait, une manière de faire à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, et il pose bien le problème dans la mesure où il dit il faut un centre de décision qui doit être africain. Et aujourd'hui, ce centre de décision manque. Et ça empêche d'avoir des coordinations. Parce que on a aujourd'hui un problème quand on essaye de donner, je dirais, des bases idéologiques à des personnes, on n'a pas de terrain où on peut appliquer ces choses-là. Pourquoi? Parce que nos États africains sont divisés, non seulement, mais encore, deuxième chose, nos États sont soumis aux puissances étrangères qui empêchent, parce que leurs intérêts sont en jeu, que nous puissions nous organiser. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que ces États qui, justement, nous empêchent de pouvoir réaliser cette adéquation, ben, ce sont ces États-là qui, d'une certaine manière, nous offrent à l'étranger des bases où on ne peut que lever le poing et on est dans la réaction. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et c'est ça, je pense que ça nous a piégés. Le panafricanisme a été, je dirais, une idéologie réactionniste au départ, mais on n'a pas su le transformer en action. Ça veut dire prendre le devant, ne pas attendre que les autres nous agressent pour vouloir réagir. Merci. Merci. Non, mais c'est exactement ça. On rit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'en parle dans mon bouquin où je dis voilà, à un moment donné, il fallait réagir. Et puis dans les années 60, il y a le bloc de l'Ouest, de l'Est, il faut choisir un camp, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on peut bâtir. On peut imaginer, on peut théoriser. Il faut le faire. Il faut le faire sans penser forcément, sans penser uniquement à ceux qui nous agressent. On peut le faire déjà pour nous, simplement. Et en plus, mettre maintenant aussi les protections, évidemment, contre les agressions. Mais ça ne peut pas être que ça. On doit bâtir quelque chose, quoi. On doit bâtir une société, on doit bâtir une civilisation. Ça ne peut pas se faire que dans l'opposition avec l'Occident. Il y a une civilisation. Parce que si demain, je faisais ça et que l'Occident disparaissait, supposons, hop, il n'y a plus d'Occident. Si on n'a pas bâti finalement une civilisation, une société, un modèle de société
il va rien se passer. Enfin, on ne va pas progresser en fait. Occident ou non, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va changer des choses, évidemment. Mais pas de la même façon que si on avait bâti d'abord et théorisé un modèle de société que les politiques appliquent maintenant, justement, travaillent à mettre en place, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Alors, moi, je vais jouer un peu l'enquiquineur. Alors, Kouakam, tu as parlé de formation. C'est très important. Alors, est-ce que le fait, justement, tu dis formation, donc ça veut dire qu'on est formé à l'extérieur et selon le paradigme de l'extérieur. Or, nous voulons nous sortir de ce paradigme. Donc, toutes ces personnes qui sont formées en Occident, c'est d'ailleurs ce que l'on observe. Ce sont ces chefs d'État, ces ministres, ces technocrates qui reviennent avec des formations occidentales. Alors, le problème, c'est que nous avons des industries à développer, mais ces industries-là, on les développe, est-ce qu'on les développe avec une vision qui est la nôtre? Ce qui veut donc dire, si c'est une vision qui est propre à l'Afrique, ça veut donc dire que ceux qui sont formés à l'extérieur ne peuvent pas travailler dans ces industries-là. On est d'accord? Parce que, donc, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, voilà, donc c'est la question. Hein, voilà, je taquine un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que ceux qui sont formés à l'extérieur, quand ils viennent donc travailler pour l'Afrique, vont-ils vraiment changer quelque chose puisqu'ils viennent avec la formation de l'extérieur? Est-ce que nous devons, c'est un peu comme excuse-moi, je terminais, est-ce que c'est un peu comme la question de l'école? À quoi ça sert de créer des écoles si c'est pour enseigner, avoir les mêmes codes, les mêmes repères que ce que nous apprenons en Occident? Ok. Tout à l'heure, on a parlé des Chinois. On les a pris en exemple. On les prend souvent d'ailleurs un petit peu trop en exemple à tort et à travers, mais bon, on comprend très bien tous de quoi on parle quand on dit ça. Plein de jeunes Chinois étudiants viennent en Europe se former. D'accord. Ils passent leur bac en Chine, on les envoie en Europe. Parfois, ils sont même déjà ingénieurs en Chine, on les envoie en Europe se spécialiser. Et après, ils rentrent en Chine. Est-ce que ça a fait, parce qu'ils sont passés en France, est-ce que ça a fait d'eux des petits Français? Je ne pense pas. Tout ça pour dire que, en fait, c'est le bagage de départ, le bagage idéologique de départ. Si la personne, elle arrive en Occident ou à l'école avec un bagage idéologique nul, forcément, elle va absorber tout ce qu'on dit, sans filtre. Alors que si vous arrivez à l'école et qu'on vous a déjà éduqué et que vous avez le bon filtre, vous allez réussir à prendre les infos qu'il y a à prendre et laisser le reste. Alors, excuse-moi, la Chine aujourd'hui, tu as raison de dire qu'on prend la Chine en exemple. La Chine aujourd'hui, à vrai dire, c'est un échec puisqu'il n'y a pas plus capitaliste que la Chine. Tout à fait. Donc, ça veut donc dire qu'effectivement, il ne suffit pas que de repartir en Afrique, de repartir chez soi et bâtir des choses en ayant tiré en Occident. C'est pour ça que je disais, est-ce que même quand on revient en Afrique, est-ce qu'il ne faut pas vraiment changer la question du paradigme, justement? Parce que si c'est pour ramener le capitalisme en Afrique, comme font les Chinois, est-ce que c'est ça la solution? Ok. Encore une fois, la solution est dans le panafricanisme, comme toujours. Panafricanisme, moi j'ai essayé de le définir. Je pense que, comme dans mon livre, je l'écris aussi, je ne suis pas que c'est ma définition et que j'accepte qu'elle soit remise en question à condition qu'elle soit remise en question par des gens qui pensent, ou par un collège de gens, d'intellectuels, etc. Je serais ravi de m'asseoir avec d'autres personnes et qu'on réfléchisse à une définition en fait qui peut durer sur au moins un siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on aura la bonne définition, la définition définitive, en fait, on pourra l'apprendre à nos enfants dès le berceau, dans les écoles, en masse. C'est-à-dire que ces enfants, quand ils partiront dans le monde entier, n'importe où, finalement, ils auront déjà été dans le bon moule. Donc, qu'importe l'endroit où ils vont aller, finalement, l'influence extérieure sera minime sur leur façon de voir les choses. Il y en aura quand même une, évidemment, parce que quand les gens voyagent, évidemment que les idées aussi traversent, mais on aura tout de même une quantité non négligeable de personnes qui penseront panafricanisme. Elle est là la solution. Elle est là la solution. Elle est nulle part ailleurs. Elle est que là.
si l'éducation qu'on donne aux enfants correspond aux points cités dans le panafricanisme, c'est-à-dire qu'on leur apprend des valeurs de tronc commun culturel, de civilisation commune. Pour moi, c'est peut-être le point le plus important pour moi, une civilisation commune. Jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup de culture, on utilise très peu le mot civilisation. Alors que pour moi, c'est le mot qu'il faudrait utiliser tout le temps. Civilisation, civilisation, civilisation. Si on met ça dans la tête de nos enfants déjà, on sait que même quand ils sortent d'Afrique, ils y rentrent toujours avec cette vision commune. Maintenant, en effet, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que là, c'est plutôt l'idéologie de… C'est une vision, comment je pourrais dire ça, avec beaucoup de hauteur. Ce dont tu parles, je pense, c'est plutôt, quand on parle des visions capitalistes, c'est plutôt au quotidien, finalement, les rapports entre les gens, etc. Et là, c'est plutôt une vision, c'est toujours dans l'éducation, c'est toute une vision sociale, tout ce qui va être… alors, je ne suis pas bon du tout là-dedans, mais il y a des concepts culturels qu'on peut extraire des nombreux groupes culturels africains, des concepts qu'on peut extraire et, comment dire ça, théoriser et mettre à grande échelle, parce que de toute façon, ça se ressemble souvent, tout ce qui est Ubuntu, etc. C'est des choses qu'on peut mettre partout. Et je pense que la clé est là, dans cette éducation. Alors, j'ai fait un petit peu long, mais voilà, je pense que… En somme, si tu me dis si je me trompe, tu dis qu'il faut, en somme, il faut allier à la formation, il faut allier nos valeurs, les valeurs qui nous sont propres, et aussi ce qu'il y a on va dire entre guillemets, d'universel. Hein. Il y a des valeurs qui sont universelles. Donc, c'est une formation de base auquel on allie nos valeurs propres. Ouais. Par exemple, voilà, si on parle de théorie économique, théorie au pluriel, hein, les théories économiques, ce qu'on sait, c'est que les théories économiques dans la réalité, ont un impact social. Toutes les théories économiques, ce n'est pas que du business. Il y a toujours un impact social. Exploitation, moins d'exploitation, redistribution, etc. Et en fait, on peut très bien avoir des penseurs, finalement, qui vont écrire ces théories économiques. Quand Pouemi, économiste camerounais, écrit son livre, alors je ne sais plus le titre là, par rapport au franc CFA, il fait de la théorie économique et on peut aller plus loin que ça. On peut très bien lier ça à des réalités sociales pour créer encore de nouvelles théories économiques et encore, et encore, et encore. Et celui qui va voyager en Occident en étant formé, il va pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'il va apprendre en Occident. Il va apprendre quelque chose et dedans, il va pouvoir peut-être extraire des choses intéressantes. Il dit, voilà, ça, je ne prends pas, ça, je ne prends pas. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Je vais rentrer dans mon pays, je vais encore essayer de théoriser et apporter encore de nouvelles choses à l'économie de mon pays, à la façon de penser l'économie dans mon pays. On n'est pas obligé de tout prendre. Tu vois, je travaille dans le domaine du sport aussi, notamment. Et le sport que j'ai fait à haut niveau, c'est du hockey. Alors, tu vas me dire, mais attends, comment ça se fait un Camerounais qui fait du hockey, ça n'a pas de sens. Moi, je leur dis, mais pourquoi ça n'a pas de sens? Ça ne change rien, en fait. Tu vois, ce n'est pas parce que j'ai fait du hockey que ça me rendrait plus occidental que celui qui a fait du foot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas celui qui fait du foot sur un terrain d'Abidjan, ça ne le rend pas plus africain que celui qui fait du hockey aux États-Unis. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas pour changer une personne. Ce sont des détails. Ce qui compte, c'est la formation de départ. Après, autour, la personne se construit. Mais son socle, sa formation de départ, elle ne bouge pas. Et c'est ça qui est important. Quelqu'un peut arriver d'Afrique, de n'importe quelle capitale d'Afrique, et on en connaît tous. Vous tous, on en connaît tous. Des gars qui arrivent du pays, qui ont fait toute leur vie au pays, qui ont mangé les plats de leur maman au pays, etc. Ils arrivent en Europe, ils changent complètement. Parce qu'en fait, le fond, là, c'était faible. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que des choses autour. Mais en fait, le tronc, là, il était faible. Et ça fait toute la différence. Ce tronc-là fait la différence. Quand on parle de ceux qui sont en Occident, qui sont en Afrique, qui viennent se former, qui repartent après diriger nos pays, mais qui les dirigent n'importe comment, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup quand même qui font ça, en effet, c'est parce que quand ils arrivent, en fait, c'est vide. Ce sont des coquilles vides. Il a eu beau faire 20 ans au pays, ça ne change rien.
Et là-dessus, c'est un point que je souhaite souligner, et je le dis aussi dans mon bouquin, c'est que face au panafricanisme, justement, qu'on soit né en Europe, né en Afrique, qu'on soit né en Afrique, qu'on soit arrivé en Europe, adolescent, grand, etc., tous les cas possibles, là, tout le monde repart de zéro, en fait. Il n'y a aucun cas qui est plus favorable qu'un autre. Aucun. Il n'y a aucun schéma de départ, là, qui est plus favorable qu'un autre. Ce qui compte, c'est juste l'idéologie, le socle. Et nulle part, en fait, comme en Afrique, on ne donne pas non plus ce socle, et en Europe, bah, non plus, parce qu'on est en Europe, forcément, finalement, c'est qu'à la maison. C'est que ceux qui ont eu la chance chez eux d'avoir cette éducation. Et ça, on peut l'avoir n'importe où. On peut être au Paraguay, on peut être au Gabon, on peut être en Suède, on peut être en Pologne, on peut être en Chine. Si vos parents ont fait le job, en fait, idéologique, c'est bon. Vous vaudrez toujours plus, idéologiquement parlant, vous vaudrez toujours plus qu'un gars qui était au pays, qui est venu en Europe, qui a fait bac plus 10, mais en fait, qui a tout absorbé parce qu'en fait, comme une éponge, parce qu'en fait, il n'y avait rien. Voilà. Alors, je suis parti un peu encore une fois, Non, mais… non, non, t'inquiète, Voilà. au contraire. Non, mais tu es là justement pour faire comprendre ta pensée, donc il n'y a pas de souci. Café, tu voulais t'exprimer, hein. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est une question d'identité. La question de l'identité, dans la mesure où, et c'est vrai, le constat est là, la plupart du temps, les nôtres, au lieu d'avoir, comment dire, une connexion, on est plutôt des éponges. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, on absorbe tout et finalement, et c'est d'ailleurs ce qui fait que nos réseaux n'arrivent pas à fonctionner. Parce que généralement, quand on met plusieurs Africains ensemble, qu'on leur demande de discuter, tu vas voir que l'un va défendre parce qu'il est pro-français, l'autre est pro-allemand ou anglais. Mais nos points de vue divergent en fonction de la coloration de ce on a récupéré. Et ce qui fait que, en fait, on va parler entre nous, mais il n'y aura rien d'africain. Donc, et le job, comme il le dit, c'est le socle, c'est l'éducation, avoir les mêmes valeurs. J'ai souvent l'habitude de dire, quand je discute avec les gens, que moi, ce que j'aime bien, et souvent ça pose problème quand on discute sur les réseaux sociaux. Quand tu dis certaines choses, les gens ont besoin que tu leur donnes dans les détails, par exemple, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent faire un truc. Je leur dis non, si vous avez vraiment une éducation africaine, au simple mot qu'on va utiliser, vous devez savoir comment réagir. Et c'est de ça dont il est question. Donc, et ça rejoint encore, on est toujours dans comme il l'a dit, on est toujours dans le panafricanisme parce qu'on doit avoir le socle idéologique. Un Chinois qui va à l'étranger, ben, et pourquoi est-ce qu'on le voit? Moi, je travaille beaucoup avec les Chinois dans la ville où je suis. Ils sont tous, quand ils arrivent, étudiants chinois. Tu dois aller pointer à l'Institut Confucius. Et ils ont leur idéologie. Ils sont d'ailleurs en train de monter comment dire, une université sur le site du Futuroscope. Et c'est là où on voit que, et ce qu'il dit, ouais, c'est-à-dire qu'il y a le centre de décision chinois qui est en Chine, et tout ce que les Chinois de l'étranger font est en connexion avec leur identité. Et même si on les voit capitalistes, entre eux, ils ne se font pas de guerre capitaliste. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que quand ils sont à l'étranger, ils sont capitalistes, mais entre eux, ils ne se font pas cette guerre capitaliste. Ils sont plutôt, et on le voit, je donnais l'exemple hier à un ami, moi j'aime bien parler pragmatique. Il y a dans le centre-ville de Poitiers beaucoup de Chinois qui vivent, des étudiants et un peu partout. Et ils vont tous souvent faire leurs cours, leurs courses au Monoprix, les petits supérettes qui sont dans le centre-ville. Mais il n'y a pas longtemps, un Chinois a ouvert un petit truc chinois, mais tu ne les vois plus dans aucune supérette. Ils vont tous chez leurs compatriotes. Mais ça aurait été un Africain,
les gens vont dire, oh, son truc est trop loin, je ne vais pas marcher jusque-là, je ne vais pas prendre le temps d'aller jusque-là. C'est ça la différence. Donc, ils ont il y a le communautarisme qui est une référence, mais qui est identitaire. Mais nous, on en parle, mais on ne le pratique pas. Nous, on en parle mal, en fait. En fait, disons que nous, on en parle par réaction. Voilà. C'est parce que, oh, il y a du racisme, il y a du machin, on va essayer de… Alors que c'est pas ça, en fait. Ça devrait être quelque chose qui vient du… qui naturel, l'éducation. Mais oui, complètement. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont connu ça. Une époque où il y avait beaucoup moins d'Africains en France, et quand vous arriviez dans une ville où vous croisiez un autre Africain, vous croisiez tous les deux que, oh, vous voyez, il y avait cette espèce de connexion qui se faisait un peu parfois naturellement. Ça existe de moins en moins parce qu'il y a quand même plus d'Africains maintenant en France, mais il y a, voilà, je dis ça, il y a 30 ans, 20, 30 ans, il y avait encore un petit peu moins, et vous alliez dans des petites villes, quand vous croisiez, il y avait une connexion, c'était naturel en fait. C'est naturel. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça ne doit pas être calculé, ça ne doit pas être forcément en réaction à. Ça ne doit pas être en réaction au racisme, en réaction à… Non, ça devrait être normal, tout simplement. Malheureusement, quand on se croise, le souci, c'est qu'on ne sait pas qui on croise. Vous croisez un autre Africain et finalement, surtout maintenant, il y en a beaucoup plus. Dans une ville comme Paris, par exemple, vous ne savez absolument pas qui vous croisez. C'est presque vous mettre en danger d'être trop solidaire. J'en parle aussi un peu dans mon livre d'ailleurs, qu'il faut parfois faire preuve de maturité et pas se laisser aller à trop d'émotions parce qu'on ne sait pas à qui on parle. Parce qu'il n'y a tellement pas de tronc commun pour l'instant. Ce sera peut-être dans 4, 5, 6 générations si on travaille bien, on ne sait jamais. Il n'y a tellement pas de tronc commun actuellement qu'on peut se mettre en danger en étant trop solidaire. Ce que j'explique, c'est que moi, je l'ai été. Je l'ai été dans ma vingtaine. Hein. J'étais dans une association panafricaniste, on était à fond, voilà, on voulait aider tout le monde, parler à tout le monde. Et j'explique qu'en fait, même s'il ne nous est rien arrivé, avec le recul, je me dis, mais attends, on se mettait en danger, quoi. On se mettait en danger parce que vous parlez avec des gens qui ne pensent, dans le fond, qui ne sont absolument pas dans votre démarche. Vous en voyez un qui est dans les problèmes, vous voulez absolument l'aider parce que vous dites, voilà, c'est un frère, il faut qu'on l'aide. Mais la situation inverse, si on inversait la situation, vous n'aurez jamais aidé. Voilà, il ne vous aurait jamais aidé parce que lui, son socle, il n'est absolument pas dans cette démarche-là, panafricaniste. Et c'est pour ça que voilà, je dis aux gens que bon, certes, il faut faire votre part sociale, il faut être solidaire, mais faites attention quand même. Soyez mature et n'oubliez pas qu'on n'est absolument pas encore une civilisation comment dire ça, qui se reconnaît en tant que telle. Voilà, on est une civilisation qui en fait, on est une civilisation où à l'intérieur d'un même groupe, finalement, s'il y a 5 personnes, bah, les 5 peuvent tirer dans un sens différent. Donc, il faut quand même faire attention. Okay. Il faut éduquer les jeunes pour aller dans le sens qu'on veut, mais il faut faire attention quand même autour de soi, surtout aux adultes. Tout à fait. Alors, Kouakam, comment alors, je vais zapper un peu la diaspora, parce que je suis désolé, mais tu as raison de focaliser sur l'Afrique, parce que… bon, 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants en Afrique. Voilà, c'est ça, c'est clair. Ouais. Alors, comment justement ton ouvrage a été accueilli, de ce que tu t'en ressentis, et puis par rapport à ce que tu développes dans ce livre-là, comment tu vis les échanges avec les Africains sur place par rapport au thème que tu abordes? Quel est ton ressenti? Alors, l'Excellence Noire, je l'avais apporté au Cameroun dès qu'il était sorti. J'étais reparti l'été suivant, donc en 2015. J'ai fait 2 ou 3 présentations voilà, sur 2 étés comme ça. Très bon accueil, excellent accueil. Parce que ce n'est pas un livre de combat, entre guillemets. Ce n'est pas un livre où il y a des slogans, des machins. Non, il n'y a pas ça dedans, en fait. C'est du concret, c'est terre à terre. Et quand j'écris l'Excellence Noire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais quand j'écris l'Excellence Noire, j'écris toujours, chaque ligne, je l'ai écrit en me disant qu'il faut qu'un afrodescendant, où qu'il soit sur Terre, se sente concerné par ce que j'écris dans ce livre. J'ai essayé d'écrire vraiment le tronc commun
de base pour n'importe quelle afrodescendance. C'est-à-dire qu'un gars qui est au Brésil, un gars qui est aux États-Unis, un gars qui est au Gabon, un gars qui est à la Courneuve, là, et ben en fait, ils peuvent tous s'y retrouver. Donc, quand ce livre arrive au Cameroun, vous savez, il y a une espèce de… Parfois, les gens sont moqueurs en fait avec la diaspora panafricaniste en pays. Ils disent oh, vos trucs là-bas de je sais pas quoi, de Black Power, bon, on s'en fout quoi. Et ils n'ont pas tort en fait. Dans le fond, ils n'ont pas si tort que ça quoi. C'est vrai qu'on s'en fout un peu parce que c'est déconnecté. Ça fait mal parce que les gens s'engagent pour de vrai quand ils font ça en Europe, mais en fait, la vérité c'est que ils se trompent un peu. Ils se trompent, ça ne change rien, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, il y a eu un bon accueil avec ce livre parce que ça n'allait pas dans ce sens-là. C'était du quotidien et c'était pas le livre ne sentait pas la diaspora. Voilà, le livre ne sentait pas la diaspora. Il sentait l'Africain, tout simplement, où qu'il soit, avec des choses communes à tous. Donc, j'ai eu un très bon accueil et les gens, ceux qui l'ont lu, m'ont toujours fait un très bon retour sur ce livre. Peut-être même autant que ce que j'ai pu avoir en Europe, en intensité, autant que ce que j'ai pu avoir en Europe. Toute action, ou quasiment pas toutes, mais allez, on ne va pas non plus trop être strict sur ça, mais la majorité des actions qui sont en Europe, mais qui n'ont pas de lien avec l'Afrique, direct, il faut un peu les zapper, quoi. Voilà, il faut faire cet effort de… Ça fait mal parce que, encore une fois, je comprends qu'on s'engage, on a 25 ans et tout, voilà, on est un peu plus dynamique, etc. On veut faire des choses, en fait. On veut faire des choses un peu de façon émotionnelle, quoi. Sauf que, bah, il ne faut pas le faire. C'est tout. C'est tout. On peut le dire, le truc, la chose comme on veut. C'est aux aînés de dire aux plus jeunes, oui, je comprends par quoi tu passes, je comprends qu'il y a des choses qui t'énervent, mais c'est pas ça que tu dois faire, c'est ça. C'est aller à l'école. Et on arrive à la conclusion où c'est l'un des gestes les plus panafricanistes qu'on peut faire en Occident, c'est aller à l'école. C'est se former. Voilà. Parce qu'en fait, c'est dire à la personne, écoute, si tu veux rentrer au pays et être utile, il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois formé. Moi, je suis formé. Résultat, aujourd'hui, je suis au Bénin et je travaille, j'ai un bon poste, etc. J'en connais plein comme ça aussi qui se sont formés et qui avaient la bonne idéologie. Résultat, ils sont rentrés. J'en connais d'autres qui étaient à fond dans les bouquins plus idéologiques, qui ont zappé l'école et ils sont encore en Occident. Voilà. C'est tout. On peut tourner la chose comme on veut. J'insiste sur ça, hein, mais on peut tourner ça comme on veut. Allez à l'école. Allez à l'école, les plus jeunes. Ce n'est pas pour faire plaisir à vos parents. Ce n'est pas quelque chose de bounty ou je ne sais pas quoi. C'est ce qui va vous être utile après pour être utile sur le continent. Il faut aller à l'école. Voilà. L'excellence noire, c'est la vie du quotidien. Exceller dans ce qu'on fait, construire sa famille, être droit par rapport à ses ancêtres. C'est des choses très simples en fait du quotidien, simplement, en tant qu'homme, en tant que femme. Tout simplement. Il n'y a rien de spectaculaire ou quoi. C'est pour pouvoir être équilibré en tant qu'Africain. Tout simplement. Très bien. Bon, bah, écoute, c'est parfait. À moins que Café, tu aies quelque chose à rajouter. Non, non. D'accord. Il n'y a rien à rajouter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, bah, on reste en contact. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on aura l'occasion de t'inviter. Et puis, ben, tu es sur place, donc travaille la jeunesse, travaille sur ça, ce que tu as écrit. Donc, oui, je te laisse le dernier mot. Alors, j'espère être… comment je peux dire ça? Je suis sur le continent, je suis parti habiter en Afrique en 2016, je crois, fin 2016. Donc depuis fin 2016 jusqu'à 2021, j'ai fait que 2 ans en France.
Sinon, tout le reste, donc cette année-là, 2020, de septembre 2020 à juin 2021, j'étais en France, que j'avais un poste d'entraîneur dans un club de hockey de première division. On m'avait recruté, donc j'étais venu pour une mission. Et puis là, derrière, j'étais recruté au Bénin. Donc, j'ai fait que 2 ans en France. Donc, j'ai fait plus d'années en Afrique qu'en France. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est que je me considère beaucoup plus comme un exemple. Et un exemple de réussite, ce que je ne faisais absolument pas avant parce que justement, je n'étais pas rentré en Afrique. Tant que je n'étais pas rentré en Afrique, pour moi, c'était compliqué parce que ça a toujours été ma ligne de conduite depuis, comme j'ai dit d'ailleurs, depuis l'école primaire. J'ai toujours dit à tout le monde qu'un jour, je rentrerai en Afrique habiter. Et tant que je ne l'avais pas fait, j'avais eu beau écrire les livres, je n'étais pas à l'aise pour dire à quelqu'un, écoute, je peux te dire ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus légitime pour être beaucoup plus tranché sur les choses. Tout ça pour conclure en disant que pour les plus jeunes, lisez ce livre. Lisez absolument ce livre. Tous ceux qui veulent à un moment donné s'investir réellement en Afrique, lisez ce livre. C'est quasi une obligation, c'est une clé ce livre. Il y en a un autre, il n'y a aucun autre livre qui va vous donner, qui va vous dire ce qu'il y a dans ce livre. Mais vraiment, personne. Il n'y a pas d'aîné au-dessus de vous, panafricaniste, qui est rentré sur le continent et qui a derrière donné les clés. Personne. Personne, moi, je n'ai pas trouvé en tout cas. Jamais trouvé. Et moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, donc je vous donne toutes les clés. Tout le reste, entre guillemets, il y a de grandes chances que ce soit moins bien que ce qu'il y a dans ce livre. Voilà, aujourd'hui, je peux clairement le dire. Autant quand j'ai écrit l'Excellence Noire, je ne me sentais pas encore tout à fait légitime pour parler comme ça. Autant aujourd'hui, avec la lettre, je dis clairement que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu aucun livre avec autant de clés. Et qu'il faut lire, il faut suivre ce livre. C'est important. Encore, je ne sais pas comment le dire plus clairement, c'est important. Vous devez lire ce livre parce que c'est la seule clé actuellement écrite qui va vous permettre de rentrer en Afrique de façon, on va dire, en optimisant votre retour. Voilà, donc lisez ce livre. Très bien. J'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Je suis en Afrique, j'y habite. Je suis plus en Afrique qu'en Europe. Pourtant, je suis né en Europe. Voilà. Cafoui, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et donc, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.